Mais d'abord, notre duel du jour. On vous emmène à 2000 km à l'est de Bruxelles. 2000 km, ça peut sembler beaucoup, mais c'est la distance qui nous sépare de Lisbonne au Portugal ou d'Helsinki en Finlande. C'est aussi donc la distance qui nous sépare de Kiev. C'est la capitale de l'Ukraine. Alors, est-ce que l'Ukraine doit réellement craindre une invasion de l'armée russe? Quelles en seraient les conséquences et quelles seraient les ripostes possibles pour l'Union européenne? Ce sont ces questions qu'on va se poser ce soir avec deux invités. Aude Merlin, chargée de cours en sciences politiques à l'ULB, spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique, et Laetitia Spetchinski, chargée de cours, elle, à l'UC Louvain, éditrice de la revue électronique Europe-Russie Débat. Bonjour à toutes les deux. Première question pour vous, Aude Merlin, si vous voulez bien. On sent la tension qui monte autour de l'Ukraine depuis plusieurs semaines maintenant. Il y a d'ailleurs chez nous un conseil des ministres restreint qui aura lieu sur cette question-là ce soir. Est-ce que c'est juste une phase de gesticulation diplomatique ou c'est vraiment une guerre qui est en train de se préparer? Je sais que la question elle est compliquée et que la réponse ne va pas être simple, mais c'est celle-là qu'on a envie de vous poser. Oui, la question elle est extrêmement compliquée, d'autant que personne ne sait ce qui va se passer. Est-ce que M. Poutine lui-même le sait? Enfin voilà, on est évidemment du coup face à des scénarios possibles que l'on peut simplement énumérer. Il est sûr qu'il y a une stratégie de la tension de part et d'autre. Il est sûr qu'il y a une palette de champs des possibles. Si on se place du point de vue de M. Poutine, il peut y avoir dans la liste des scénarios possibles une question de cyberattaque, une question de stratégie diplomatique ou une question d'attaque militaire, mais pas nécessairement de très grande ampleur. En réalité, c'est vrai que on a une lecture souvent qui est univoque sur agression russe en Ukraine. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'en réalité, la souveraineté de l'Ukraine, elle a déjà été amputée avec l'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit dans le Donbass, c'est-à-dire que 7% du territoire de l'Ukraine indépendante est soustrait à l'autorité de Kiev. Et donc, de ce point de vue-là, et du point de vue de Moscou, je dirais que la fragilisation de l'Ukraine, elle est déjà à l'œuvre. Donc, évidemment, je n'ai pas la réponse univoque à votre question. Je comprends bien que je puisse vous décevoir. Simplement, je voudrais nuancer et montrer qu'on est à la fois déjà dans une souveraineté ukrainienne qui est extrêmement mise à mal et que ce qui est aussi quand même assez frappant, c'est que finalement le destin tant de la sécurité ukrainienne que de la sécurité européenne se discute sans l'Union européenne et sans l'Ukraine. Alors on va y revenir. Les discussions de Genève, elles mettent en tête à tête les États-Unis et la Russie, comme au temps de la guerre froide. Alors, on va y revenir. On donne la parole à Laetitia Spetchinski, donc pour l'UC Louvain. La possibilité, la probabilité d'une intervention militaire. Alors, on a bien entendu ce que disait Aude Merlin. Il y a intervention militaire, et on va y revenir aussi avec les propos de Joe Biden, qui faisait une distinction il y a quelques jours. Mais elle vous semble crédible, cette probabilité, ou pas ? Alors, je répondrai en distinguant la question des capacités de la question des intentions. Alors, certainement, les capacités militaires de toutes les parties sont en état d'alerte, elles sont présentes et elles sont extrêmement menaçantes. La question, pour répondre à ce que disait Mme Merlin il y a une seconde, c'est la question de l'intention. Les Russes déclarent presque quotidiennement depuis le début des tensions qu'ils n'ont pas l'intention de mener une action offensive en Ukraine, mais sont en position défensive. On est donc dans un cas tout à fait classique du dilemme de sécurité, c'est-à-dire que chacun prend des actions défensives qui apparaissent offensives à l'autre et qui donc, en réaction, prend des mesures défensives, etc. Donc c'est un cercle vicieux qui peut mener à tout moment, effectivement, à une provocation, à un dérapage qui, lui, rend assez élevé le risque d'escalade. Ce n'est pas pour autant que ni l'un ni l'autre ont l'intention pour l'instant de passer à l'offensive, en tout cas pas à l'offensive terrestre. Alors, c'est un peu comme une partie de poker. Chacun a des cartes, mais ne les montre pas forcément. On va voir une carte, justement, pour essayer de comprendre les enjeux. C'est une carte de l'Ukraine. En jaune, on voit la province du Donbass, province dont on vient de parler, où il y a des combats en cours depuis 2014, qui a donc fait sécession. Les petites figurines avec les militaires que vous voyez, ce sont les mouvements de troupes qui sont positionnés, les troupes russes qui sont positionnées autour des frontières ukrainiennes. Et on voit effectivement au sud la position en Crimée, et donc annexée par la Russie depuis 2014. Cette carte
carte, elle exprime très bien le sentiment d'encerclement que pourraient ressortir les Ukrainiens. Peut-être un mot avec vous, Aude Merlin, sur ce qui se passe au Donbass, en Crimée, région donc avec une population russophone. C'est aujourd'hui totalement sous contrôle de Moscou. Ça fait partie de la Russie ? Ah bah la Crimée, oui. La Crimée a été annexée en mars 2014, donc c'est devenu un sujet de la Fédération russe, tandis que la DNR et LNR, c'est-à-dire les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, en fait, ont proclamé leur autodétermination. Elles sont aidées par des éléments venant de Russie. Il y a d'ailleurs eu des preuves là récemment à l'occasion d'une séquence judiciaire assez cocasse, qui a vraiment mis en lumière la présence d'éléments russes. Mais en revanche, on ne peut pas dire que la DNR et la LNR soient entièrement contrôlées par Moscou et pas sur la question administrative et juridique, puisque là, le Kremlin, au contraire, s'en défend. Le Kremlin, en termes rhétoriques, insiste sur l'autodétermination et sur en quelque sorte la liberté de choix de la DNR et de la LNR. Dans le cas de la Crimée est effectivement totalement sous contrôle de Moscou. Voilà, donc ce sont les provinces à l'est de l'Ukraine. Laetitia Chpisinski, je voudrais qu'on éclaircisse un point, c'est la relation de l'Ukraine avec l'OTAN. Donc l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais le Parlement ukrainien a voté un projet de loi qui fait de l'entrée dans l'OTAN un objectif à terme de l'Ukraine. C'est ça le point de crispation pour Moscou. Il n'est pas question qu'un pays comme l'Ukraine, un pays voisin comme l'Ukraine entre dans l'OTAN parce que ça déplacerait la frontière de l'OTAN, ça deviendrait une frontière commune avec la Russie et donc une menace pour la Russie pour qu'on comprenne le point de vue russe. C'est ça le problème ? Alors, c'est ça le problème, effectivement, c'est exactement ça le problème, et c'est le problème depuis, en réalité, bien plus que ces quelques mois, c'est le problème depuis 30 ans. C'est la crainte de la Russie, la crainte perpétuelle de voir se rapprocher l'OTAN de sa frontière, avec ce que ça implique comme positionnement de troupes et comme engagement stratégique. Alors, cette question, elle est soulevée par la Russie depuis, en tout cas depuis l'arrivée de Poutine. Je me souviens de commentaires en ce sens depuis 2001, avec des représentants russes, que ce soit des académiques ou des officiels, qui disaient vous devez comprendre que nous avons besoin de cette zone tampon, d'un espace neutre qui nous protège de l'avancée de l'OTAN. Alors c'est un discours évidemment qu'on ne peut pas entendre du côté européen, mais c'est en tout cas ce qui est répété depuis plusieurs décennies par les Russes. Alors dans ce contexte-là, que peuvent faire les Ukrainiens ? L'Ukraine, le gouvernement ukrainien a sollicité, elle a choisi la voie de l'OTAN, et ce d'autant plus activement évidemment depuis qu'elle a été privée d'une partie de son territoire. C'est une question qui avait été posée en 2008, donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas dans une actualité hyper récente. En 2008, la question s'était posée, elle avait été soulevée au sommet de l'OTAN à Bucarest, où les États-Unis avaient promu l'idée d'une Ukraine sur la voie de l'intégration de l'OTAN, et où certaines capitales européennes, elles, avaient reculé devant cette perspective, craignant d'irriter davantage Moscou. Donc depuis lors, depuis 2014, la question de l'adhésion, à proprement parler, de l'Ukraine à l'OTAN ne se pose plus dans les mêmes termes. En revanche, il y a divers politiques, que ce soit du côté OTAN ou du côté du gouvernement ukrainien, qui travaillent dans le sens d'un rapprochement ou simplement d'une interopérabilité des systèmes de commandement pour favoriser les défenses de l'Ukraine dans le cadre d'un partenariat avec l'Alliance Atlantique. Voilà, et on comprend que ce partenariat, ça crispe évidemment les autorités russes. Aude Merlin, je voudrais un mot de votre part sur les dernières déclarations de Joe Biden. On va les dire un peu troublantes, on va dire ça comme ça, ces derniers jours. Il y a quelques jours, il annonçait que la Russie serait tenue pour responsable de ce qu'elle ferait, et qu'une incursion mineure, c'était une chose, mais que ce serait un désastre si elle envahissait l'Ukraine. Alors ça veut dire quoi, une incursion mineure ? Première question. Et puis autre déclaration du président américain, là c'était hier, il indiquait qu'il n'avait pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine. Ça c'est un signal d'apaisement, on doit le comprendre comme ça ? Écoutez, dans la dynamique dans laquelle on se trouve, il est clair que les acteurs politiques, un tant soit peu responsables, ont de toute façon le devoir d'essayer de faire parler la diplomatie plutôt que les armes. Il est clair aussi que la parole de Joe Biden a été très mal vécue en Ukraine sur la question de la petite incursion, comme le rappellent les Ukrainiens. Enfin, j'étais en contact avec différents interlocuteurs en Ukraine qui disaient il n'y a pas de petite incursion, il n'y a pas de petit pays. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? Rappelant encore et toujours le précédent
C'est-à-dire qu'on n'est pas face, je dirais, à une page blanche ou à une Ukraine qui serait pour le moment dans l'entier contrôle de sa souveraineté. On est face à une Ukraine qui est déjà amputée. Alors après, la carte de l'apaisement, bien entendu, c'est-à-dire que si un apaisement est possible, il est urgent qu'il soit mis en œuvre. Moi, ce qui me frappe en fait dans toute cette histoire, c'est la façon dont le discours du Kremlin. Et là, je suis actuellement à Erevan, en Arménie. Je regarde la télévision russe abondamment et je suis absolument frappée par la façon dont l'opinion publique russe est préparée, en tout cas, et la façon dont les médias russes font monter cette tension-là, c'est-à-dire avec un discours totalement univoque et unilatéral, qui présente l'Occident comme un agresseur, qui présente Kiev comme préparant une agression en DNR, en LNR, et puis avec les interventions qu'on a vues, enfin Jirinovski qui parle du 22 juin 1941, enfin on a la mobilisation en fait d'une rhétorique qui à nouveau fait écho à la Deuxième Guerre mondiale et qui essaye de jouer sur le patriotisme de la population russe. Et en fait, qu'est-ce qu'on observe ? On observe un schéma où finalement, quand un pouvoir est aux abois et dans une situation de fébrilité, il essaye de plus en plus de jouer la carte du patriotisme et de la tension narrative. Voilà, et ça c'est ce qui est en train de se passer. Très rapidement, Laetitia Spetchinski, parce qu'on a dépassé le temps. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on parle d'alerte à la bombe récurrente, de cyberattaques, de tentatives de déstabilisation. C'est une espèce de guerre larvée qui est en train de se mettre en place, et on peut être sûr que c'est du côté russe qu'on doit trouver les auteurs ? Alors très rapidement, Vladimir Poutine a annoncé, c'est le seul élément précis du discours, en fait, de ce qu'on sait, c'est que s'il ne reçoit pas la réponse qu'il souhaite dans le courant de cette semaine-ci aux propositions qu'il a faites, la Russie adoptera des réponses, ce qu'il appelle militaro-techniques. Donc dans militaro-technique, moi j'entends militaire effectivement, mais également beaucoup de mesures de déstabilisation, de cyberattaques. Alors on ne peut pas préjuger, mais on peut essayer de décoder effectivement quelles sont toutes les possibilités de réponses militaro-techniques que la Russie est prête à apporter à cette situation. Laetitia Spetchinski pour l'UC Louvain, Aude Merlin pour l'ULB. Merci à toutes les deux pour ce débat.